On a eu Macron, Emmanuel Macron, qui est allé en Syrie et il y a eu 2 explosions là-bas. Et aujourd'hui, Al-Jolani est allé en Turquie pour rencontrer Donald Trump. Qu'est-ce qui se passe en Syrie, Laith? D'un côté, on voit Macron pour la première fois depuis 2009. Le dernier président français à s'être rendu en Syrie, c'était Sarkozy. Et maintenant, c'est Macron qui y va. Ça veut dire quelque chose. Et ces explosions sont importantes aussi, à mon avis. Et puis, le rôle de la Syrie en ce moment dans la région. Comment va-t-il être défini à la lumière de ce qui se passe à l'intérieur du pays et de la manière dont, à l'extérieur, la France et les États-Unis essaient de redessiner la situation en Syrie? Oui, enfin, Macron et la France pensent encore qu'ils ont de l'influence en Syrie et au Liban, surtout en tant qu'ancienne colonie française. Et on a bien vu comment, quand la France a essayé de se faire une place dans les négociations entre le Liban et la colonie sioniste, les Israéliens et les Américains l'en ont écarté. Donc la visite de Macron en Syrie, c'était une tentative de réaffirmer une certaine influence que la France pouvait encore avoir là-bas. Quant aux explosions, elles étaient très grossières. Elles n'étaient pas vraiment destinées à tuer qui que ce soit. C'était, à mon avis, des messages venus des Israéliens, des Américains et peut-être même des Turcs pour dire que l'époque où la France avait son mot à dire en Syrie est terminée. On ne sait pas laquelle de ces 3 puissances qui ont aujourd'hui de l'influence sur la Syrie, les Américains, les Israéliens ou la Turquie, pourrait être derrière tout ça. Mais je pense que le message est bien arrivé jusqu'à Macron. Ces explosions ont sans doute confirmé ce qu'il avait entendu d'Al-Jolani, qui, lui, répond à Erdogan, aux États-Unis et à Israël. Donc, à mon avis, c'est simplement une déclaration publique de ce qui s'est dit à huis clos. C'est probablement le signal que ces explosions étaient censées envoyer. En ce qui concerne la Syrie aujourd'hui, même si les États-Unis, Israël, la France ou la Turquie veulent qu'Al-Jolani fasse quelque chose, qu'ils lui demandent d'atteindre certains objectifs pour eux, Al-Jolani n'est plus en mesure de livrer quoi que ce soit. Et ce n'est pas parce qu'il ne veut pas obéir aux ordres de ses maîtres, mais parce qu'il n'a en réalité que très peu de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est de tuer et de violer des civils, qu'ils soient chiites, alaouites, chrétiens ou juifs. Au-delà de ça, il n'y a plus d'économie en Syrie. Le pétrole, le gaz et le blé continuent d'être pillés. Les gens meurent de faim. Il n'y a plus d'industrie. Avec la destruction des zones industrielles d'Alep et le pillage de leurs usines vers la Turquie. Et les combattants étrangers qui faisaient partie des escadrons de la mort wahhabites ont tous été extraits de Syrie. Du coup, la force armée qu'Al-Jolani a encore sous son commandement a à peine de quoi assurer la circulation dans les villes. Pour l'instant, la Syrie n'est plus que l'ombre d'elle-même. Au siècle dernier, c'était le centre le plus important de la résistance arabe, du nationalisme arabe et de l'anti-impérialisme. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un pion à qui on a coupé les ailes. Elle ne peut même plus sauter, encore moins voler. Je pense donc qu'à ce stade, le seul rôle qu'Al-Jolani peut jouer, c'est celui de la guerre psychologique. Menacer le Liban, sunnitique. Mozen-Operkur, menacer les minorités à l'intérieur de la Syrie, menacer l'Irak. Mais au-delà de ça, il n'a aucun pouvoir réel. Tout ce qu'il peut faire, c'est continuer cette guerre psychologique, aboyer sans cesse, ou être utilisé comme un épouvantail par les Américains et les Israéliens contre d'autres peuples de la région. Voyez-vous une possibilité que les États-Unis utilisent ces personnes en Syrie pour faire quelque chose au Liban? Je pense qu'ils peuvent en rêver, mais c'est impossible. Vous savez, au sommet du pouvoir d'Al-Jolani, dans les semaines qui ont suivi la chute de Damas,
en décembre 2024, il y a eu cette attaque tentée par les forces d'élite du HTS, ce qu'on appelle les bandanas rouges, depuis le nord du Liban vers la vallée de la Bekaa. À ce moment-là, Al-Julani disposait encore de ses cent et quelques milliers de combattants étrangers, aguerris par la guerre en Syrie et par la bataille en Ukraine, parce que certains étaient partis combattre en Ukraine avant de revenir. Et dans ce contexte de chaos au Liban, avec l'assassinat de Saïd Hassan Nasrallah, l'attaque de Béja et l'élimination d'une grande partie du commandement militaire du Hezbollah. À ce moment précis, quand les bandanas rouges ont lancé leur offensive dans le nord de la Bekaa, alors qu'ils étaient à l'apogée de leur puissance, ils ont été écrasés par les clans du nord du Liban. Même le Hezbollah ne s'en est pas mêlé. Ce sont les clans, les habitants des villages à la frontière nord qui ont pris les armes pendant que l'armée libanaise s'enfuyait et laissait toute la frontière ouverte à l'invasion du HTS. Les clans ont vaincu le HTS, les bandanas rouges, et non seulement ils ont libéré leur propre village, qui était d'abord occupé par le HTS, mais ils ont aussi avancé en territoire syrien, libéré 3 villages et atteint les portes d'Al-Qusayr, une ville très importante dans la région de Homs. Alors si on se souvient que tout ça s'est passé au moment où le HTS était à son apogée et le Hezbollah à son point le plus faible, imaginez aujourd'hui. Le Hezbollah s'est réorganisé, il s'est réarmé, il a repensé ses activités et ses tactiques. Pour le HTS, lancer une attaque maintenant, alors qu'il est déjà en train de s'effondrer et qu'il n'arrive plus à gouverner la Syrie, ce serait tout simplement suicidaire pour Al-Julani. Et je pense que c'est pour ça que ça n'arrivera pas. Peut-être que les Israéliens et les Américains deviendront tellement désespérés qu'ils ne se soucieront plus de perdre la Syrie et qu'ils essaieront juste de marquer un point contre le Hezbollah en mettant la pression sur Al-Julani pour qu'il attaque le Liban. Eh bien, ce serait encore pire pour Al-Julani, mais aussi pire pour tout l'Empire. Parce que si Al-Julani est vraiment poussé à attaquer le Liban, ce ne sont pas seulement ses troupes qui seront détruites, mais la Syrie elle-même qui sera libérée. J'en suis absolument certain. Et c'est pour ça que je pense que si on en arrive au point où Al-Julani et ses troupes attaquent le Liban, ce sera le signe de la faiblesse de l'ordre impérial et de leur désespoir, au point de risquer de voir la Syrie retomber entre les mains de l'axe de la résistance. Comment voyez-vous le rôle de la Turquie dans ce qui se passe en Syrie? Vous avez dit que peut-être Israël et les États-Unis forceraient le gouvernement syrien à agir. Mais la Turquie, elle, que veut-elle? En ce moment, la Turquie est contente d'avoir la Syrie comme marché pour écouler ses produits en trop. C'est devenu un marché captif, vous savez. Aucun autre produit n'a le droit d'entrer dans le pays. D'ailleurs, aujourd'hui, Al-Julani, après avoir pris Damas, a aussi détruit et carrément démantelé des entreprises de production et des usines. Il n'a pas seulement tué leurs propriétaires et tout ça, mais il a aussi arrêté la production. Donc toutes les usines qui fabriquaient des produits transformés, comme la charcuterie, les légumes surgelés, les conserves, toutes les coopératives qui pressaient l'huile d'olive, tout ça a été démantelé. Et ça, c'était pour permettre aux, Israéliens, aux entreprises turques de venir s'installer sans aucune concurrence, même pas celle des produits syriens sur le marché. En ce moment, le marché en Syrie est complètement capté. Il dépend des fabricants turcs. Ils y écoulent tous leurs produits excédentaires. Et personne d'autre n'a le droit de leur faire concurrence, ni localement, ni en important quoi que ce soit qui pourrait rivaliser avec eux. C'est donc la priorité pour la Turquie, surtout à cause des difficultés qu'elle a eues avec l'Union européenne, notamment pour exporter ses produits vers l'Europe. À cela s'ajoute le fait qu'Erdogan continue de piller le pétrole, le gaz et le blé de Deir ez-Zor.
Donc, à mon avis, la priorité absolue du gouvernement turc, c'est de s'assurer que la Syrie reste un marché sous monopole pour eux. Et tout ce qui pourrait menacer cette situation, ils vont s'y opposer ou agir contre. C'est pour cette raison, je pense, qu'ils redoutent un scénario où Al-Jawlani s'engagerait trop dans ce que veulent les Américains et les Israéliens, parce se mettrait en danger le contrôle du territoire syrien. Nous avons appris, sous l'administration Trump, qu'ils envisageaient sérieusement d'envoyer des troupes au Liban. Je ne sais pas quelles ont été les répercussions de cette idée au Liban, ni comment cela va être perçu par le Hezbollah ou par le gouvernement libanais. Tu sais, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment éclaté de rire, franchement. Parce que je me suis dit que dans le fond, le Hezbollah espère que ça arrive. Depuis longtemps, le Hezbollah se bat en réalité contre tout l'Empire, mais un empire qui se cache, qui fait semblant que ce sont les avions israéliens qui mènent 2000 sorties en une seule journée. Ce qui est évidemment impossible. Israël n'a pas assez d'avions pour ça. Le Hezbollah affronte donc tout l'Empire. Autant que les soldats américains viennent sur le terrain, comme ça, ils pourront les tuer. C'est littéralement ce que le Hezbollah attendrait, parce qu'il n'y a rien que les États-Unis puissent faire de différent par rapport à ce qu'Israël a déjà fait. De toute façon, les États-Unis ont tout donné à Israël et ils ont utilisé leur puissance aérienne avec l'OTAN et tout le reste pour bombarder le Liban, pour le surveiller. Ils ont leur service de renseignement sur le terrain ici, au moins 17 ou 18 agences issues de la coalition de l'OTAN et d'autres encore sont présentes. Il y a quelques jours d'ailleurs 3 espions envoyés par les Israéliens, un Égyptien, un Syrien et un Libanais, se trouvaient dans la ville de Nabatiyeh, en train de repérer les positions du Hezbollah. Ils ont été capturés et exécutés sur le champ, exécutés sur le terrain. Voilà, c'est ce qui se passe un peu partout. Les États-Unis le font, les Britanniques le font, les Français, les Allemands, tout le monde le fait. Alors, le Hezbollah aimerait bien avoir des cibles au sol à éliminer. Parce que si tout se passe dans les airs, les seuls qui meurent, ce sont les Israéliens. Eh bien, si les États-Unis envoient des troupes au Liban, ce sera le plus beau cadeau pour la résistance. Parce qu'alors, on verra, comme en 1982, quand les Américains sont venus occuper Beyrouth pour le compte des Israéliens, la naissance du Hezbollah. Tout a commencé avec l'attaque contre les casernes américaines, où plus de 220 soldats ont été tués d'un seul coup. Et ça se reproduira, si les Américains sont assez stupides pour envoyer des troupes ici. J'espère qu'ils le seront, franchement, aussi stupides que ça. J'espère vraiment qu'ils le seront au point d'envoyer des troupes au sol. Et s'ils arrivent, c'est clair, surtout après les 6 derniers mois, on sait très bien où ils seront déployés. Il y a une base dans le nord du Liban, près de la ville de Tripoli. Il y a déjà une vingtaine, peut-être une trentaine de soldats américains à l'intérieur, ainsi qu'une batterie de défense aérienne. C'est la seule batterie de défense aérienne dans tout le pays. Et puis, il y a aussi l'aéroport au nord de Tripoli, juste à côté de la frontière avec la Syrie, dont le Premier ministre a lancé les travaux il y a environ un mois. Tout le monde se demandait pourquoi, tout à coup, le Liban voulait ouvrir un nouvel aéroport international, et en plus si proche de la frontière syrienne. Eh bien, maintenant, on comprend pourquoi. Ils essayent d'allonger la piste pour permettre aux avions cargo militaires américains d'y atterrir. Voilà donc les endroits où l'on s'attend à voir les Américains s'installer. Et bien sûr, le Hezbollah garde un œil là-dessus. Light, les installations pétrolières en Syrie étaient sous le contrôle des États-Unis à l'époque de Bachar el-Assad. Et aujourd'hui, je ne sais pas vraiment quelle est la situation là-bas.
À chaque fois qu'on parle du retrait des troupes américaines de Syrie, est-ce que ça se fait vraiment? Qui contrôle ces installations en ce moment? En ce moment, ce sont toujours les troupes américaines et turques qui sont sur place. La famille d'Erdogan, c'est elle qui exporte le pétrole à travers la Turquie et au final vers Israël d'ailleurs. Donc, le pétrole syrien alimente aujourd'hui la machine de guerre israélienne. Je ne sais pas si Al-Julani touche maintenant la part que les entrepreneurs kurdes recevaient avant. Je me souviens que les YPG et d'autres prenaient environ 20% des revenus issus de la vente de ce pétrole et de ce gaz volé. Je ne sais pas si Al-Julani reçoit ces 20%, mais c'est toujours le même système, les mêmes entreprises appartenant à la famille d'Erdogan qui exportent le pétrole. Et franchement, je ne pense pas que les Américains vont partir de sitôt. Eux aussi prennent leur part dans cette affaire. Je ne crois pas qu'ils aient envie de tout laisser à Erdogan. Donc, pour l'instant, c'est le même arrangement, sauf que les entrepreneurs kurdes ont été remplacés par ceux d'Al-Julani, qui récupèrent localement les bénéfices des ventes. Ils parlent de nouveaux camps à Gaza, des camps de concentration, et ça rappelle à tout le monde ce qui se passe, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'administration Biden a essayé de faire ça, et maintenant l'administration Trump suit le même genre de politique. Ça veut dire qu'au fond, que ce soit un républicain ou un démocrate au pouvoir aux États-Unis, leur politique reste la même. Et l'objectif principal, c'est le désarmement du Hamas. Mais est-ce que c'est vraiment possible de cette façon, si l'administration Trump décide d'imposer ce type de politique à Gaza? Vous savez, en ce moment, Gaza est encore bombardée. Hier, on a vu des attaques contre des tentes. Et ça se produit tous les jours. Les Israéliens décident qu'ils veulent tuer quelques Palestiniens pour évacuer leur frustration après leur perte au Liban et en Iran. Et ils visent ces gens sans défense, dans les tentes. J'ai vu des images de ces camps en construction, et franchement, ils ressemblent à des camps de concentration. Si ça ressemble à un canard, si ça fait le bruit d'un canard, alors c'est un canard. Donc oui, ce sont des camps de concentration, comme ceux que les fascistes italiens ont fait pour les Libyens, ou comme ce que les Allemands ont fait au peuple d'Europe pendant l'époque nazie. Je ne pense pas que les Palestiniens accepteront d'aller vivre dans ces camps. Regardez à quel point ces personnes démunies dans les camps de tentes restent déterminées. Même quand on leur propose de quitter Gaza, elles refusent. Alors, je pense que les images qu'on a vues de ces camps, et même leur construction, tout ça, c'est pour la satisfaction personnelle des impérialistes et des sionistes. Ils veulent montrer quelque chose, donner l'impression qu'ils agissent, qu'ils mènent encore une guerre psychologique. Mais en réalité, ils ne parviennent pas à forcer les gens à aller dans ces camps. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Ces camps sont juste à la frontière avec l'Égypte. Ils viennent de les construire. Ils vont aller chercher des gens au milieu de la ville de Gaza pour les y forcer? Non, ça n'arrivera pas. Et bien sûr, la résistance ne va pas se désarmer. Ils sont toujours là. Et vous savez, on a vu il y a quelques jours que le Hamas a déclaré avoir dissous les structures gouvernementales mises en place après les élections de 2005. Certains se sont inquiétés, pensant que c'était peut-être un signe que le Hamas se rendait ou qu'il cédait le pouvoir à quelqu'un d'autre. En réalité, le Hamas a simplement dissous quelque chose qui n'existe plus. Si tous les ministères ont été détruits, si la plupart des ministres et des hauts fonctionnaires civils de Gaza ont été tués, qu'est-ce qu'il reste comme gouvernement? Et maintenant, chaque fois qu'il y a des pénuries de quoi que ce soit à Gaza, le Hamas peut dire « ce n'est pas notre affaire, adressez-vous à l'autorité palestinienne ».
parler à Mahmoud Abbas. En réalité, cette dissolution de quelque chose qui est déjà détruit va mettre encore plus de pression sur l'autorité palestinienne collaborationniste, ainsi que sur toutes les structures que les Américains et les Israéliens ont mises en place avec ce soi-disant mouvement de paix, cette proposition et ce sommet de la paix qu'ils ont tenu à Sharm el-Sheikh. Le Conseil de la paix va maintenant être celui à qui on demandera « Eh, pourquoi vous n'avez pas livré la nourriture? Pourquoi vous n'avez pas livré l'eau? Où est l'électricité ?» Ce ne sera plus à Hamas de répondre à ces questions. Ce seront en fait les outils des sionistes et des impérialistes qui devront y répondre. Donc, d'un côté, ça peut sembler être une reddition ou une défaite pour le Hamas. Mais en réalité, c'est un coup de maître qui renvoie désormais toute la responsabilité dans le camp des impérialistes et des sionistes.